on va faire un bilan des travaux du GTSOC. L'objectif, ça va être de vous présenter la structure du document qui a été réalisé, sa finalité. On peut écrire beaucoup de choses très différentes sur un SOC, la façon de le faire, quelque chose de très technique, etc. Aujourd'hui, ce qu'a voulu faire le GT, c'est un document très pragmatique qui est comment déployer un SOC, avec tout ce qui est sponsoring, tout ce qui est fonctionnalité, etc., etc. Voilà, donc le plan du document, c'est d'abord, premièrement, les objectifs d'un SOC. Deuxièmement, le catalogue de services et fonctions d'un SOC. Ensuite, structure et fonctionnement d'un SOC. Et ensuite, mise en place d'un SOC. Donc les objectifs d'un SOC, ça, on peut contribuer tous les trois. On a tous les trois contribué, y compris pas mal de personnes qui sont dans la salle, sur les objectifs d'un SOC. Bon, le premier objectif, c'est de répondre aux objectifs de l'entreprise. Un SOC, c'est pas que de la technologie, c'est aussi toute une organisation humaine. Donc ça, c'est un aspect important. Si tu me permets juste t'interrompre une minute sur l'objectif du SOC. Il faut quand même dire qu'on a mis, je ne sais pas combien de mois, en tout cas au moins 4 ou 5 réunions pour se dire que finalement, il n'y avait pas de définition standard. Chacun avait sa définition. Chacun avait ses services, certains limitant la détection, la réaction, d'autres en mettant des services de protection, les autres en mettant des services alors de protection, mais voire même de gestion de vulnérabilité. Enfin, tout le monde avait sa définition. Et finalement, on a conclu qu'on n'allait pas donner une définition, mais on allait donner une vision aussi complète que possible de ce que pouvaient être les services de SOC. Mais en tous les cas, on a conclu qu'il n'y avait pas de définition en tant que telle. Tout à fait. Bon, pour le deuxième chapitre, je vais passer la parole à Jean-Marc parce que ça a été le gros contributeur du catalogue de services et fonctions d'un SOC. Donc il y a eu effectivement tout un débat sur à quoi sert un SOC et quelles sont les fonctions et les services qu'un SOC peut rendre. Et en fait, on a réussi finalement à synthétiser ces services-là en 4 catégories. Sachant que la première, qui était la plus évidente, c'était la partie détection, puisque on avait quand même, dès le départ, un consensus assez fort sur le fait que le SOC, ça sert à détecter des incidents de sécurité. Ensuite, on s'est quand même aperçu que dans pas mal d'entreprises, le SOC sert aussi à une fonction de prévention, au sens où il va être en charge, par exemple, de détecter les vulnérabilités, de s'attacher à communiquer sur ces vulnérabilités pour qu'elles soient corrigées par les gens qui sont en charge des différents périmètres techniques. Et donc, cette branche prévention, elle est aussi importante. Et c'est vrai que si on va un tout petit peu au-delà de ce que veut faire un SOC peut faire du reporting, peut faire de la communication autour de son activité. Et c'est aussi un bon moyen, du coup, pour faire de la prévention au sens sensibilisation des différents acteurs du système d'information, voire même des métiers, pourquoi pas. Après, il y a eu tout un débat sur l'aspect réaction. Est-ce qu'on met une frontière entre le SOC, le CERT, CSIRT? Voilà, ça a été un gros débat. Alors, à l'époque, avec Lazzaro notamment, il y avait des positions assez tranchées sur le sujet. En tout cas, ce qu'on en a déduit à la fin comme consensus, c'est que de toute façon, il y a cette frontière-là, il va falloir la définir dans votre organisation, selon que vous avez uniquement un SOC ou vous avez un SOC et une équipe CSIRT, certes. En tout cas, il y a une interface à créer. Et de toute façon, la réaction, le SOC, il participe en tout cas à l'initialisation de la réaction. Donc après, le curseur, c'est à chacun de mettre le curseur au bon endroit. Et de toute façon, le SOC va pouvoir aussi intervenir en support aux cellules de crise si jamais on arrive à des incidents où le niveau de criticité impacte, par exemple, une bonne partie de l'entreprise, voire sa totalité.
Et le dernier volet, c'est la partie administration sécurité. Alors là aussi, il y a gros débat sur est-ce que le SOC administre la sécurité de l'entreprise à lui tout seul ou est-ce qu'il ne fait que de la détection, de la prévention et de la réaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'infrastructure utilisée par le SOC se doit d'être protégée, d'être sécurisée. Et ça, c'est une grosse demande de l'ANSSI, notamment dans le document du PDIS. Et donc, de toute façon, de cet besoin de sécuriser son infrastructure, quelque part, il va administrer au moins sa propre infrastructure, ses propres outils. En général, c'est lui aussi qui administre les outils de détection, que ce soit les sondes ou les SIEM ou quoi, quels que soient les outils utilisés. Voilà. Donc il y a cette. Et là encore, le curseur, c'est à chaque entreprise, chaque organisation de définir finalement quel est le curseur. Est-ce que le SOC concourt complètement ou très partiellement à l'administration de la sécurité du SI. Le chapitre suivant, je passe la parole à Jean qui a été un gros contributeur. Alors, bon, comme l'a dit Jean-Marc à l'instant, on a essayé de définir une cible de ce que pouvait être un SOC, à la fois sur ses moyens humains, ses processus, ses moyens techniques, sans tenir compte évidemment des services, puisqu'on a dit qu'il y a toute une panoplie de services possibles. Donc on a dit on va imaginer que on met en place toute la panoplie de services. Qu'est-ce qu'on mettrait dans un SOC pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces services? On est parti sur des modèles de base, et puis ensuite on a recueilli des retours d'expérience au sein de chaque brique de ce modèle pour dire des trucs et astuces, des choses à faire attention, des choses qu'on avait remarquées. Donc on n'a pas la prétention de dire qu'on est exhaustif, mais on a récolté comme ça un certain nombre de retours d'expérience. Alors, le modèle qui est ici est assez simple, hein, c'est le modèle trivial dans lequel il y a illustré là un fonctionnement de SOC chargé d'une détection, d'une réaction, avec le niveau 1, ici la détection d'intervenants de niveau 1 qui doit être rapide en suivant des processus extrêmement bien détaillés. Mais la première fonction, c'est d'être rapide et très disponible. Le niveau 2, qui est le niveau quand j'ai des incidents mais que je n'ai pas de procédure, comment je fais. Puis le niveau 3, c'est les super experts quand vraiment je ne sais pas du tout ce qui se passe. Okay. Donc ça, c'est la structure opérationnelle au quotidien du SOC. Ensuite, il y a une couche de pilotage pour l'équipe de SOC et l'ensemble des processus et des outillages. Une couche de contextualisation, comme l'a dit Martine tout à l'heure, où c'est de dire le SOC, forcément, ça se met dans un environnement. Donc il y a forcément une couche à l'intérieur du SOC qui permet de faire cette interface pour gérer et adapter à l'environnement dans lequel le SOC s'applique. Et puis, le SOC, il n'est pas tout seul. Il a besoin de collecter des données. Donc, j'ai toute une partie outillage. Et puis, j'ai besoin de prouver que mon SOC, il sert à quelque chose, parce que mon COMEX, il ne va pas payer pour rien. Et donc, j'ai besoin de toute une partie de reporting et d'indicateurs de sécurité. Donc ça, c'est pour la partie processus. Ensuite, on avait, je ne sais pas si, je ne connais pas bien les slides en fait. Ah d'accord, ok, c'est bon. Non mais je regardais ce qu'il y avait comme autre slide. Bon, ensuite, après avoir décrit ces grandes fonctions, on a décrit des processus. Donc on a décrit quatre grands processus, encore une fois sur le même principe, pas dogmatique, mais des retours d'expérience, des trucs et astuces partant sur des processus assez simples. Donc des processus, c'est, je vous le lis, hein, des processus de détection, des processus de qualification, des processus de supervision, de contrôle et d'administration du SOC. Donc là, on est sur un niveau management du système et processus liés à ça. Ensuite, on a décrit des outils, parce que le SIEM n'est pas le seul outil du SOC. C'est vrai qu'on pense tout de suite au SIEM, mais ce n'est pas forcément le seul outil du SOC. On a décrit des outils existants ou à venir, d'ailleurs, il y a certains qui sont à venir, qui peuvent être utilisés dans le cadre du cockpit
que le SOC, dont le SOC utilise. Hein. C'est pas simplement, il ne faut pas considérer qu'un SOC c'est un SIEM. Comme beaucoup, j'entends encore des clients me dire j'ai envie de faire un cahier, j'ai envie de monter un SOC, faites-moi un cahier des charges SIEM. Oui, enfin, c'est pas que ça. Donc voilà, on a décrit ces éléments-là, puis on a décrit aussi, ça c'est les outils du SOC, mais on a décrit aussi le point de collecte, puisque c'est un des sujets quand même très importants, c'est de savoir qu'est-ce que je collecte et comment je les collecte, notamment les traces, puisque même si c'est pas que le SIEM est quand même une part importante du SOC. Donc on a essayé de décrire comment collecter les différentes techniques pour collecter les traces, pour architecturer cette collecte, pour définir ce qu'il faut remonter de ce qu'il ne faut pas remonter, en essayant de partir d'une démarche top-down, c'est-à-dire d'une démarche partant des risques, pour essayer de traduire ça en indicateurs et donc en outils de collecte, moyens de collecte. Donc ça, on a utilisé les travaux de l'ETSI, qui étaient pas mal pour structurer cette démarche. Encore une fois, les indicateurs qu'on donne dans le document n'ont pas valeur exhaustive, c'est des indicateurs qu'on a dans le groupe de travail discuté sans forcément chercher l'exhaustivité. Ensuite, le dernier point, c'est tout ce qui est contrôle, parce que le problème d'un SOC aussi, c'est de savoir son efficacité, parce qu'un SOC qui ne remonte rien, je ne sais pas si il remonte rien parce que j'ai rien à détecter ou si parce que je ne suis pas bon. Donc on a besoin d'indicateurs qui mesurent la maturité, et là on a aussi utilisé un document qu'on a trouvé sur Internet pour évaluer la maturité d'un SOC. Voilà, pas être trop long non plus. Alors, sur ce chapitre-là, tu as un peu oublié toute la partie ressources humaines, parce qu'on a fait un gros travail sur toutes les ressources, les différents types de ressources qu'il fallait mettre autour d'un SOC. Alors, il y a des ressources, on va dire, classiques de pilotage de projets informatiques, chef de projet, etc. Mais on peut estimer que les analystes niveau 1, c'est une nouvelle catégorie d'individus qui n'existe pas forcément sur pied, enfin qu'il faut... faudra demander à ceux qui ont une offre SOC, justement, comment ils forment leur analyste niveau 1. Les analystes niveau 2, sont des experts en APT, en attaque, sécurité, enfin, etc. Donc, il y a des ressources très particulières dans le SOC. Il y a aussi les spécialistes des outils, parce qu'un SIEM, c'est pas un outil trivial. Donc, généralement, il y a dans l'équipe des gens qui sont plus experts sur la partie SIEM pour le paramétrer, pour en tirer quelque chose. Voilà. Donc on a fait tout un... Et le maintien de ses compétences. Et voilà. Et le gros problème qui est le maintien de ses compétences. Alors ça, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, mais on va en parler dans la dernière partie, c'est nous n'avons pas préconisé quoi que ce soit s'il fallait externaliser ou non son SOC. On a fait une annexe sur le sujet, mais chacun fait comme il veut. Il internalise, il fait du SOC hybride, il externalise, il fait comme il veut. Mais bon, s'il veut internaliser, effectivement, il y a quand même pas mal de ressources, avec des panachages de ressources à plein temps et des gens qui ne sont pas forcément monopolisés à plein temps sur le SOC, comme par exemple surtout les niveaux 3, mais les niveaux 2 déjà ne sont pas forcément à plein temps sur le SOC. Je parle en entreprise. Voilà. Puis le dernier élément, là, si tu passes à la dernière slide, c'était sur la partie projet pure du SOC, hein, donc avec de façon assez classique une partie build et une partie run, hein, avec une caractéristique qu'il faut avoir en tête, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un sujet outil lorsque les gens mettent en place leur SOC ou renouvellent leur SOC, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui étaient parties à mettre en place une première version de SOC et qui sont en train de réfléchir sur une deuxième, voire une troisième version. Donc il y a le projet en tant que tel, outillage, et il y a surtout un projet qui est souvent un petit peu sous-estimé, qui est effectivement la mise en place du service en tant que tel du SOC, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Avec quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il vaut vraiment mieux, et ça c'est le retour d'expérience qui le dit, hein, vaut mieux réfléchir à l'avance quel risque, quel type d'incident vous souhaitez détecter et traiter, et vous êtes en capacité de le faire,
plutôt que de se dire je vais déjà prendre toute l'information que je veux et que je peux avoir, et derrière, je verrai bien quels sont les incidents. Parce que si vous faites ça, vous allez être noyé sous un flot ininterrompu d'informations sans vraiment trop savoir quoi en faire. Voilà. Donc l'idée, c'est de bien concevoir le service, qu'est-ce que je vais rendre, et quel type d'incident je m'attache à être en mesure de détecter et derrière de traiter. Voilà. Sachant qu'après, vous avez bien compris que le SOC, ce n'est pas un projet. Le SOC, c'est une transformation de l'organisation de la sécurité opérationnelle d'une entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui est sans fin, puisque sans fin, les outils vont évoluer, sans fin, le service et la typologie d'incidents en mesure de détecter par le SOC va aussi évoluer tout le temps, en fait. Voilà. Alors, comme je suis la seule RSSI là, au milieu des consultants, en fait, dans ce chapitre, moi, j'ai essayé d'apporter la vision, les problèmes auxquels est confronté. Alors, je dis le RSSI, mais c'est on va dire, c'est le promoteur du SOC qui n'est pas forcément un RSSI. Hein. Il se trouve que dans mon cas, c'était le RSSI, mais il n'y a pas de raison que ça soit forcément le RSSI. Ça peut être une autre entité dans l'organisation. Donc, en fait, le gros travail qu'il faut faire pour évangéliser à la fois son COMEX, sa direction, sur le sujet, parce que ça coûte très cher. Donc, si vous voulez, quand vous apportez la facture, il faut quand même lui expliquer au COMEX que ça va servir à quelque chose. Donc voilà. Et puis aussi les métiers, parce que c'est quelque chose qui a besoin en tout cas, toute l'analyse de risque, une grosse partie vient des métiers. Et il y a aussi une inquiétude des métiers, parce que en fait, la façon dont vous allez construire votre SOC, vous, par exemple, vous vous dites, si je prends les pare-feux, l'équipe réseau, elle peut être inquiète, par exemple. Donc vous avez besoin de négocier comment on va s'insérer votre service SOC au milieu de ce qui existe déjà, sans forcément trop le perturber. Enfin, après, c'est chaque entreprise. Voilà. Donc il y a un gros travail à faire en amont qui prend déjà, on va bien dire, 6 mois, avant d'obtenir une décision de démarrer le chantier. Et ensuite, il y a des décisions sur le périmètre du SOC, sur son externalisation éventuelle. Est-ce qu'on veut recruter tous les types de métiers qu'on a vus ou non? On ne veut pas recruter tous ces types de métiers. Est-ce que l'entreprise souhaite le faire, etc. Alors, je crois que ce que tu as constaté, Martine, et moi j'ai d'autres clients qui me l'ont dit aussi, c'est se lancer dans un projet comme ça directement avec éventuellement un prestataire extérieur qui te vend un SOC, se lancer comme ça sans savoir ce que c'est réellement, sans avoir essayé soi-même, sans avoir cherché à comprendre comment fonctionne le ciel, comment fonctionne le service, etc. C'est souvent preuve d'échec. Enfin, c'est souvent lié à des échecs. Mais alors d'un autre côté, si tu veux, moi je me voyais pas. Moi, le prestataire m'a quand même servi à avoir des résultats relativement rapidement, parce que moi j'ai un PDG qui est assez, comment dire. Voilà. Donc on le convainc, il dit OK, je mets ce qu'il faut, je vous supporte. Il ne faut pas arriver 2 ans après avec les premiers résultats du SOC, quoi. Il faut que dans les 10 mois qui suivent, il commence à y avoir des soubresauts du SOC et qu'il voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tout seul, on ne se sentait pas capable de le faire, ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es beaucoup investi avec le prestataire. C'était pas je prends un prestataire, c'est presse-bouton et tout va être magique. Tout à fait. Mais enfin, il nous a aidés sur la méthode. Bien sûr. Heureusement que ça sert à quelque chose, les prestataires. Mais bon, après, on n'est pas une grosse entreprise non plus. On n'est pas non plus une entreprise de IT. Hein. Le but de la Première Nationale, c'est pas de faire de l'informatique. A priori, c'est autre chose. Donc, on n'avait pas forcément les moyens de positionner le SOC en interne. Par contre, on a fait un cahier des charges où il y avait 64 exigences qui étaient très claires et qui situaient vraiment très bien les besoins de l'entreprise. Je crois que vous avez aussi pas mal travaillé sur le modèle de coût et la valeur ajoutée. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Alors ça, on l'a enlevé. Après moult débats, le ROI, on a décidé que... Le ROI, je ne l'ai pas dit. Oui, mais bon...
Ça, on a décidé qu'on enlevait cette partie-là. D'abord parce que c'était relativement délicat, que bon, on se voyait pas annoncer des chiffres, ou alors il aurait fallu. Enfin, il y avait. Alors dans le document du MITRE, en fait, il y a 3 tailles d'entreprise. Il y a les très grosses, les petites. Il y a un peu cette notion-là. Ça coûte pas la même chose quand on est voilà. Bon, on se sentait pas capable d'aller dans ce registre-là, donc on a donné. Bon, la partie build, c'est un projet informatique, donc c'est assez facile. C'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Ça se mesure comme on fait dans un projet informatique. Il y a combien de tâches à faire, etc. Voilà. Et après le run, il y a des critères. Alors ça, il faudra que vous demandiez là, aux personnes qui sont dans la salle, qui sont offreurs, quels sont les critères de facturation sur le run, mais je ne me prononcerai pas sur le sujet. Ou à ceux qui, Non, la seule chose qui sont clients et qui ont un retour d'expérience à apporter sur le sujet éventuellement. Non, la seule chose qu'on va trouver dans le document, c'est malgré tout une liste de postes de coûts qu'on a imaginé. C'est ça. Quels sont les leviers qui font que ça alourdit la facture? Ouais, c'était un peu le Voilà. sens de ma Mais c'est vrai que la majorité des gens qui étaient dans le groupe de travail, c'était des prestataires. Alors imagine mettre des coûts, donc des prix. Je vois. Ok, merci à tous les trois. Juste pour rappel, donc le document va sortir, je crois, d'ici. Il est en relecture, donc normalement jusqu'au 22, voilà. Donc normalement, ça devrait aller assez rapidement après, en fonction du type de retour qu'il y aura. Merci bien.